Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. La semaine dernière, on apprenait que la des Alpes de Saint-Cergue, qui devait se tenir ce mois, était annulée en cause l'épisodite dermatose nodulaire contagieuse qui se propage à la frontière suisse. Alors, cette semaine, FC Politique s'intéresse à l'impact de cette annulation pour la commune de Saint-Cergue et plus largement à la gestion des alpages que possèdent les communes du district. Car entretenir des pâturages et rénover leurs chalets coûte cher aux collectivités coincées entre le canton et leurs amodiataires, des communes qui doivent faire face tant au réchauffement climatique qu'aux nouvelles habitudes de consommation observées sur les chemins alpestres. Alors, en tradition et gageure, quelle gestion pour les pâturages communaux? Tel est le thème un brin provocateur de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Archer-Galibourg. Bonjour. Vous êtes municipal chargé du tourisme pour la commune de Saint-Cergue. En face de vous, Laurent Matet, bonjour. Bonjour. Municipal chargé des alpages pour cette même commune de Saint-Cergue. Enfin, Philippe Esseva, bonjour. Bonjour. Municipal chargé également des alpages pour la commune d'Arzier-le-Muy. Et enfin, Robert Middleton, bonjour, syndic de la commune de Cran. Alors voilà, j'en parlais en introduction, évidemment, la des Alpes a été annulée. C'était le thème de l'émission de Fais voir ta région de mardi dernier. On recevait les organisateurs de cette des Alpes ainsi que les amodiataires. On regarde et on revient tout de suite après. Cette mauvaise nouvelle, 38e édition de la des Alpes qui a été donc annulée avec un petit virus qui joue les troubles faits. Les cas sont surtout en France, c'est la dermatose angulaire. Le service vétérinaire de Lausanne nous a refusé de faire la Cité des Alpes à cause de cette maladie, parce qu'il y a potentiellement trop de risques. Je vous propose tout de suite de rejoindre Cham. C'est le seul alpage à vaches laitières qui a été concerné par la zone, par le périmètre de sécurité. Il y a plein de génisses, de vaches à lait qui ont été vaccinées. Nous, on a vacciné aussi nos vaches laitières. Vous avez vacciné l'ensemble des vaches, sinon, si malheureusement une vache est atteinte du virus, il faut tuer le troupeau, c'est ça? Effectivement, on est un peu rassuré d'avoir pu vacciner parce que même si on va devoir redescendre par la petite porte et pas par Saint-Cergue à pied comme d'habitude, je crois que l'ensemble des éleveurs sont bien conscients que la sécurité de nos troupeaux passe avant tout le reste. Anne-Lise, c'est votre première des Alpes. Est-ce que, un peu catastrophique, on peut le dire, vous arrivez dans la communication, est-ce que vous auriez signé quand même si vous aviez su tout ça? Bien sûr. La communication cette année a été un petit peu différente des années précédentes. Il y aura toujours une des Alpes l'année prochaine et les années d'après, donc voilà. D'habitude, on participe tout le temps à la des Alpes. Donc les vaches qu'on a vues juste avant qui sont à Givrin, d'habitude ce troupeau-là il descend à pied. C'est vraiment une grande peur quand même pour tous les éleveurs quand on voit les images qu'on a pu voir sur ce qui s'est passé en France. C'est vraiment le pire qui peut arriver à un éleveur, c'est de devoir éliminer tout son cheptel. Cette des Alpes, parce qu'elle ne méritait pas un côté plus revendicatif cette année, quand on voit qu'il y a finalement eu une année particulièrement intense du côté des paysans. On a comme principe à la des Alpes, on ne veut pas rentrer dans la politique. La même chose, les personnes qui viennent nous faire des discours pour la partie officielle, on ne parle pas du loup. Et voilà, on s'est replongé donc dans cette émission de mardi. Muriel Archer-Galibourg, alors l'annulation de cette des Alpes, quel impact pour Saint-Cergue en chiffres? Qu'est-ce que ça représente cette des Alpes? Bon, je n'ai pas de chiffres au niveau économique précis, mais je sais que les Alpes, c'est la manifestation la plus importante pour la commune. Également, je peux dire, je raconte quelque chose que j'ai entendu depuis un des restaurateurs et que normalement, chaque année, le mois de septembre, c'est un mois calme, voilà. Mais ils font leur affaire du mois avec le des Alpes. Donc, cette journée est tellement importante qu'ils arrivent d'avoir le chiffre correct pour le mois de septembre grâce à cette manifestation. Donc, effectivement, il est important pour
les différents commerçants et restaurateurs du village. Oui, vous me disiez 10 à 15 000 personnes attendues à Saint-Cergue chaque année. C'est l'un des joyaux de la couronne, cette des Alpes, en matière de fêtes traditionnelles dans le district de Nyon. Alors, pourquoi ne pas avoir repris à votre compte, j'ai envie de le dire comme ça, cette fête, puis organiser peut-être une fête folklorique ou bien une fête de la vache, tout simplement? Je pense que ce n'est pas très réaliste avec le temps qui était devant nous. C'est-à-dire, avec 2 semaines et demie avant le jour J, quoi. Quand on considère que le comité a travaillé une grande partie de l'année pour la préparation d'un tel événement, et avec des années, on a vu l'ampleur de le nombre de stands, etc., 50 stands prévus grosso modo cette année. Donc, ce n'était pas très réaliste que la commune peut monter quelque chose dans 2 semaines et demie, voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose c'est un manque. C'est dommage pour la commune de ne pas avoir cette manifestation, c'est clair. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être une peur, parce qu'on sait que cette épidémie, alors je vais la redire, de dermatose nodulaire contagieuse, alors elle se transmet par les moustiques, peut-être déplacer plein de gens dans les rues de Saint-Cergue, c'était prendre le risque qu'un ou deux moustiques voyagent gratis, j'ai envie de le dire comme ça, et transmettre finalement cette maladie aux autres, aux troupeaux qui descendent des alpages, Laurent Mathey. Nous, en tant que municipal, c'est vrai qu'on a peu de pouvoir d'action. On dépend de ces décisions, puis on subit un petit peu tout ça. C'est vrai que, en tant que Mais cette crainte de peut-être véhiculer cette maladie... c'est vrai que nous, on s'en rend pas vraiment compte d'une certaine manière. On n'est pas spécialiste dans les maladies, on n'est pas vétérinaire, on est milicien municipal. Donc c'est vrai que nous, cette fête, on a de la chance d'avoir un comité qui organise cette fête au sein du village, qui amène d'animation au village. Malheureusement, ça nous est passé sous le nez cette année à cause de cette maladie. On n'a pas de... On peut pas... vous pouvez rien faire. En gros, oui. Parce que dans les fêtes, effectivement, c'est le service cantonal vétérinaire qui a pris directement contact avec le comité de la des Alpes pour annuler tout ça. Justement, finalement, je suis quand même avec des passionnés de ces alpages et puis ça nous permet, dans cette émission, de s'intéresser justement à ces gestions communales d'alpage. Alors, déjà, un alpage, c'est quoi? Question très ouverte. Un alpage, c'est un terrain pour la pâture des vaches qui est accompagné avec un chalet d'alpage, pour moi. Voilà. Dans la définition, ça. Ouais. Philippe Essera, c'est la même définition du côté d'Arcy. Oui, c'est un terrain en montagne, en principe avec un chalet ou plusieurs chalets selon les alpages, pour faire paître du bétail. Nous, on a sur Arzé-le-Muet, on a aussi un alpage qui a des moutons. Ah voilà. Une première info dans cette émission. Bon, allez, une autre info. Saviez-vous que dans le canton de Vaud, il y a 651 alpages, principalement répartis dans les préalpes vaudoises et le Jura. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces alpages? On y accueille des touristes, on va en parler. Et puis, on produit du fromage en général. Alors, principalement de l'étiva AOP dans les préalpes. Et puis, du gruyère d'alpage AOP dans le Jura. Alors, évidemment, vous êtes 4 représentants de 3 communes. On a un petit peu envie de savoir combien vous avez d'alpages et puis s'ils sont sur vos territoires communaux. Et là, c'est une question pour vous, Robert Middleton, parce que vous venez d'une commune qui est au bord du lac, les pieds dans l'eau, très urbaine, avec une population qui, a priori, n'a pas tellement de lien avec la montagne. Et pourtant, la commune de Cran possède plusieurs alpages. C'était une sensibilisation et une éducation pour moi, je dois dire. Tant que ça va sur les alpages, on n'entend pas grand-chose. Donc il y avait 2 éléments cette année. Nous avons passé un préavis pour 150 000 francs pour la rénovation d'un de nos 3 chalets. Deuxièmement, j'ai été approché par le président du syndicat d'alpage, le syndicat de Bossé, qui m'a expliqué ce qui se passe maintenant avec le loup. Donc ça, c'est un aspect nouveau. Donc, je suis sensibilisé à ce problème et j'essaye de sensibiliser notre population de citadins, si vous voulez, de gens qui travaillent dans le tertiaire, au fait que la richesse de notre passé, notre patrimoine, se trouve sur les alpages.
Ce n'est pas sur le train de Genève ou de Lausanne. C'est vrai, et on a l'impression d'être dans la fable du loup et du corbeau, enfin plutôt du renard et du corbeau à Cran. Donc 3 alpages, sauf erreur, hein, sur votre commune. 66 hectares. Ça représente combien d'hectares, vous dites? 66. Ouais, c'est ce qui est pas mal. Faut Il y savoir. a la moitié aussi, enfin, il y a même les forêts. Ouais. Ça appartient aussi au même genre de sensibilisation. Oui, parce qu'il y a un rôle aussi dans ces alpages, c'est d'éviter éventuellement que les forêts prennent trop d'ampleur. On va en parler, parce que ça, c'est un peu le rôle des amodiataires, hein, avec les troupeaux. Du côté d'Arzier-le-Muet, alors vous, situation assez particulière, puisque vous êtes, et on ne le savait pas, peut-être, la 9e commune du canton de Vaud en termes de taille. C'est ça. Oui, la commune d'Arzier, c'est 5165 hectares au total, dont environ 1770 hectares de forêt et 1060 de pâturage, qui sont répartis sur 18 alpages, dont 11 appartiennent à la commune d'Arzier. Et les autres alpages, alors ces 7 alpages, c'est des autres communes? Ou est-ce qu'il y a des alpages privés finalement? Alors, je ne sais pas à qui appartiennent exactement les autres alpages, mais effectivement, c'est des communes ou des privés. D'accord. Ben voilà, moi j'apprends que les privés peuvent avoir un alpage. C'est assez intéressant. Je pense que ça doit être compliqué à gérer. Du côté de Saint-Cergue, alors vous, aussi énormément d'alpages, des alpages en main propre, et puis des alpages qui appartiennent à d'autres communes, notamment à Cran, c'est ça, hein? Nous sommes sur le territoire de Gingin. D'accord. Bon, ben voilà. Non, nous, on a le bonheur, la chance et l'opportunité d'être une commune essentiellement de montagne. Des alpages, on en a 16 sur notre territoire communal. Aujourd'hui, on en exploite 4. Un a été transformé en restaurant, l'espace Basse-Ruche. Et les 11 autres qui nous restent sont répartis sur des communes et un qui est privé. Sur ces alpages, on va retrouver la Trélasse, qui appartient à la commune de Trélay, la Givrine, qui appartient à Givrin, la Génolière à Génolier. Donc les communes avaient investi il y a très longtemps pour obtenir des terres dans les montagnes, en somme. Notre territoire à Saint-Cergue est très découpé. Même ce qui est forêt, une partie est agnon, à bassin, mais les alpages aussi, c'est très découpé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'étymologie des noms d'alpages, parce que vous parliez la Trélasse à Trélay, etc. Mais des fois, alors, c'est un petit peu trompeur. Hein. Absolument. C'est vrai qu'il y a eu des échanges. On retrouve le pâturage La Prangine, qui appartient à la commune de Saint-Cergue. C'est un petit peu particulier. C'était un échange qui s'était fait dans les années 50. Pas tout à fait clair. Il paraîtrait qu'il s'était échangé au jeu de cartes à l'époque. D'accord. On aimerait bien retrouver des preuves de ça. Mais c'est des on-dit. Mais effectivement, on retrouve ce mélange, effectivement. Et après, les communes louent ces alpages à des amodiataires. Et puis nous, on travaille souvent avec ces amodiataires pour l'entretien des chalets et des pâtures. Oui, parce qu'il y a du monde hein, dans ces alpages, ou plus particulièrement, il y a des vaches. Déjà, Philippe et Sarah, vous m'avez dit à peu près 400, c'est ça, 400 vaches qui pâturent. Environ, oui. Voilà. Et puis, c'est vraiment la louche, je ne les ai pas comptés. D'accord. Puis Ouais. c'est des vaches à viande, des vaches laitières. Alors, Enfin, quel est le type de vache qu'on peut voir dans le Jura? Alors, on a 2 amodiataires qui ont encore des vaches laitières, mais ils n'ont pas que des vaches laitières sur le pâturage. Sinon, c'est effectivement des vaches allaitantes qui nourrissent leur veau. Puis, pour faire de la viande. Voilà. Et on a un alpage où on a des moutons au creux du Crou, où il y a environ, sauf erreur, 400 moutons. Ah ouais. C'est pas rien hein, quand même. 400 moutons. Alors justement, il y a un mot qu'on a beaucoup entendu là dans ce début d'émission, c'est le mot amodiataire. Alors amodiataire, ça veut dire locataire d'un alpage. Et je vous propose de s'y pencher un peu parce que ces amodiataires, ils sont là généralement depuis des générations. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment se construit un contrat avec un amodiateur et puis qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce que doit faire l'amodiataire? Qu'est-ce que doit faire en retour la commune? Bon, on fonctionne un peu la même chose pour ça. J'imagine, oui. C'est des contrats qui sont soumis au canton avant qu'ils soient proposés à l'amodiataire en question. Il comprend la durée, le nom,
le chalet en question, la surface, etc. Ouais, il y a- Comme un appartement, Ouais, finalement. mais ils ont des contraintes, ils doivent faire quelque chose. En plus de ce que tu viens de citer, il y a aussi le nombre de bêtes, le nombre de PN, on appelle un PN, c'est Qui est normal. paquets normaux qui correspond à peu près à une vache ou un bovin pendant 100 jours. D'accord. Ça, c'est grosso modo, mais ça peut être un bovin pendant 100 jours, c'est un certain nombre de moutons aussi. Ok. Ouais, Autorisé sur l'alpage. ouais, Voilà. voilà. Et puis après, effectivement, une fois on va changer, on va parler de locataires ou les amodiataires. Bien sûr qu'ils ont des obligations d'entretenir leur pâturage, notamment sur certaines plantes invasives ou alors les clôtures. Je sais pas, à Saint-Cerf, à Arzier, on a une équipe forestière qui clôture le tour du pâturage, mais à l'intérieur du pâturage, ils doivent les Entretenir. agriculteurs font des parcs pour faire paître leur bétail par étapes, par qu'ils aillent partout en même temps. Bah oui. Et puis il y a encore la problématique des murs en pierre sèche, hein, une belle tradition qu'on a dans nos montagnes. Alors moi j'ai été voir sur le site de l'État de Vaud, qu'est-ce qu'un amodiataire? C'est l'agriculteur qui met son bétail à la montagne et qui doit également veiller à l'entretien du pâturage. Donc un pâturage, ça s'entretient. Par exemple, vous citiez les plantes invasives. Alors, par exemple, le chardon, ça doit être éliminé. Ça, c'est le travail des bêtes, on va le dire comme ça. Et puis, l'avancée de la forêt doit être évitée et la pâture doit être contrôlée afin de conserver une bonne composition botanique. Alors, est-ce que là, il y a... j'allais dire un partenariat entre la commune, l'amodiataire. Est-ce que vous discutez des plantes, de ce qu'il faut Absolument pas directement. La commune n'a pas de lien directement avec ces unités de plantes au mètre carré. Tout ça, c'est plutôt le locataire, le paysan qui traite avec l'État, Oui. les services de l'État. Robert Middleton. Cependant, il y a l'obligation de fournir l'eau pour le bétail. Oui. Donc c'est ça qui coûte aussi cher. Nous avons payé 50 000 francs pour rénover la citerne au Pré-aux-Bœufs, qui est sur la pointe de la Dôle. Donc ça devait être livré par hélicoptère. Ce sont des dépenses de la commune. Nous sommes obligés, selon le contrat, de continuer à fournir l'eau. Voilà, puis je précise aussi, vas-y Rodolphe, envoie les images des amodiateurs. Effectivement, il faut qu'on se mette un petit peu dans cette ambiance alpestre et qu'on voie un peu ce que ça représente, ces beaux symboles du Jura. Alors effectivement, vous l'avez dit, hein, la gestion de l'eau, quand on voit des troupeaux comme ça, c'est important. J'ai envie de dire, ces pâturages, ce sont des trésors qui coûtent cher. J'ai même envie d'aller plus loin en disant ça coûte un bras puis ça ramène rien. Alors, effectivement, tu parlais justement de l'eau. Sur la commune d'Arzier, on a un projet pour récolter l'eau l'hiver, la stocker et la redonner au bétail pendant l'été. C'est un projet qui est en cours actuellement sur les alpages de l'Arzière, du pré de l'Arzière, la Grantaine et... Ouais, et alors vous avez donc ces trois alpages. Effectivement, il y a déjà 1,5 million qui a été voté en 2023 pour la rénovation, la gestion de l'eau, le photovoltaïque, l'adduction de cette même eau, les parkings, les chemins de randonnée. Sur Cran, vous avez dit, hein, vous avez voté en 2025 un crédit. Effectivement, il y a énormément de problématiques. Et puis surtout, là, on est, j'allais dire, dans la politique mondiale que vous devez faire en tant que milicien, puisque la gestion de l'eau, c'est un des enjeux du réchauffement climatique. Ça, c'est important. C'est aussi dans le Jura qu'il y a énormément de sources qui traversent ensuite les communes et qui sont ensuite pompées par les communes qui sont en plaine, on va le dire comme ça. Et puis, il y a aussi les risques naturels. Vous l'avez évoqué, Robert Middleton. Le loup, notamment, qui stresse les troupeaux et qui rend les vaches agressives. Alors ça, j'imagine que les amodiataires, est-ce qu'ils se retournent vers la commune pour avoir des pistes et des solutions ou est-ce que... Alors, le président du syndicat d'alpage, le syndic de Bogy-Bossé, comme j'avais dit, est venu me voir il y a quelques semaines et j'étais très sensible à ces arguments.
j'avais promis d'appuyer son action vis-à-vis du Conseil d'État, ce que nous avons fait. Puis en même temps, il y avait cette action du syndic du Chenit qui a regroupé d'autres communes. Donc nous sommes montrés solidaires avec ce groupe. Ce ne sont pas des communes comme les nôtres. Hein. Comme je dis, c'est différent, mais c'est très important pour nos communes de plaine, riches, je dis. Comment c'est perçu dans la population, justement que vous leur parlez de loup, franchement, ils se disent, ouais, le loup. Oh, je pense qu'il y a beaucoup d'articles de presse maintenant. Je pense que le public est très sensible à ce problème, avec les photos de vaches à demi déchiquetées, etc. Je pense que c'était très intéressant, très instructif pour les gens de bureau de voir un petit peu comment ça se passe et ce que représente le loup aujourd'hui. Et il y a une pesée d'intérêt qui penche dans un sens aujourd'hui. Pour ma part, ayant écouté effectivement le syndicat d'alpage, je pense qu'il faut pousser un petit peu dans l'autre sens. Ce sont aussi des bêtes qui souffrent, c'est les bergers qui souffrent, mis à part totalement le côté économique, on n'en parle pas, mais le côté humain, le côté respect de l'animal, c'est quand même très important. Alors, justement, alors Philippe et Seva, vous voulez réagir. Oui. Je vais vous demander justement si vous, la problématique du loup, si vous aviez eu des pâturages touchés par le loup. Alors, même question à vous, Laurent Massé. Cette année, à ma connaissance, on n'a pas perdu de bétail, mais le loup est présent. Et ce que je voulais dire, c'est que le loup, effectivement, d'avoir du bétail, pour moi, c'est pas acceptable. Mais ça rend le bétail stressé et agressif. Et ça a un impact aussi sur le public qui passe dans nos alpages. Oui. Les promeneurs qui vont traverser un troupeau avec un chien, les bêtes vont être beaucoup plus agressives. Et là, on ne met pas en cause le loup. Ouais. On met en cause le bétail, on met en cause les agriculteurs. Ouais, alors justement, on va en parler parce que c'est intéressant. Et j'ai encore eu un cas qu'on m'a signalé pas plus tard cette semaine, où les gens passent à travers les troupeaux avec un petit chien dans les bras en disant « Mais mon chien, il est gentil. » Et puis ce troupeau, il a des patous. Des chiens de berger. Donc, voilà, c'était des moutons. Hein, voilà. Ouais. Et puis, forcément, les chiens ils font leur travail. Ouais. Les chiens font leur travail et défendent le troupeau. Ils vont attaquer ces promeneurs qui, eux, ne comprennent pas, qui deviennent agressifs, qui ne respectent pas les panneaux, qui deviennent agressifs envers les chiens, qui leur lancent des cailloux, des coups de bâton, etc. Et ça, c'est un changement de comportement qui est aussi difficile à accepter. Et je profite de l'antenne pour dire aux gens, mais respectez le travail pastoral. Le travail pastoral, les gens sont là pour entretenir un patrimoine qui nous est cher. Et ils ne font pas ça pour embêter. Alors, si on respecte des règles, il y a la place pour tout le monde. Le bien vivre ensemble. Oui. Laurent Matt, même constat du côté de Saint-Cergue, vous avez les mêmes retours? Nous, le loup, souvent on me dit j'ai vu le loup par-ci, par-là. C'est souvent une, deux fois par semaine qu'on me dit qu'on a croisé le loup sur notre territoire. Effectivement, ça c'est souvent. En ce qui est des attaques, on en a eu, effectivement, sur les pâturages voisins de notre commune, sur notre territoire. À ma connaissance, je ne crois pas. Mais dans les communes voisines, on a eu 3, 4 attaques cette année. Vous avez eu des retours Mais c'est surtout la souffrance des animaux, comme tu dis. Les animaux se dispersent, ils ne veulent plus rentrer chez eux, ils deviennent névrosés, agressifs, comme tu dis. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce phénomène. Alors, avant de parler peut-être du canton, parce que quel rôle joue le canton dans cette histoire? Il tient le couteau par le manche, il y a plusieurs services, on va parler de tout ça. Mais justement, sur cette problématique des chemins d'alpage, des nouvelles habitudes de consommation. Depuis le Covid, il y a eu une explosion des VTT qui sont transformés en vélos électriques, des gens très urbains qui n'ont pas l'habitude d'aller en montagne, comme vous le dites, qui ont des comportements qui sembleraient étranges pour les habitués des lieux, comme passer entre les chiens de troupeau et le troupeau, entre les vaches allaitantes et les veaux. Comment on gère quand on est municipal en charge du tourisme, qu'on veut développer une offre 4 saisons, peut-être des sentiers de VTT? Comment on fait? J'ai pas envie de dire pour marier la chèvre et le chou, mais pour marier le VTT
et la vache. Bon, je peux dire qu'on n'est pas à ce point-là de développer les nouveaux itinéraires parce que justement, le canton ne veut permet pas. pas. Voilà, pour l'instant. Ça, c'est en direction du canton. voilà. Permettez de développer aux communes des sentiers Voilà. balisés, des chemins de VTT. Justement, Ils en ont parce que besoin. le canton exige un master plan créé pour tout le Jura vaudois avant qu'on peut démarrer dans ce sens. Mais bon, cela dit, c'est clair, il y a un problème. C'était la semaine dernière, il y a 10 jours, il y avait en fait, le parc Jura vaudois, qui est un acteur très important, évidemment, dans le... Qui regroupe sur le les Jura. communes Voilà, du Jura. absolument. Et donc, ils avaient créé un événement, un atelier, en fait, qui s'appelle colloque d'école. Donc, quand je dis d'école, je ne parle pas de l'école, je parle d'école de la Givrine, école de Marcheru, école de Mollendroux, etc. Donc, on était au moins 40 personnes présentes. Il y avait les gens de canton, mais également les autres municipaux, les acteurs touristiques sur les ammodiataires. Et donc, on était vraiment beaucoup de différentes personnes dans cet atelier. Et voilà, donc on a parlé des enjeux. Les enjeux sur l'école. Donc, on a tous les problèmes similaires entre le sentier ou Marcheru, n'importe. Et voilà, quelque chose qui était le comportement des visiteurs. C'est un des enjeux. Alors, comment on les éduque? Alors, justement, mais c'était pas... En fait, on a eu d'abord les enjeux, on voulait citer les enjeux et puis chercher les solutions. Mais voilà, on a dit à la fin que certaines solutions, c'était pas facile quand même. Donc, l'idée de revenir avec, d'essayer certaines idées qui étaient proposées, mais pour l'instant, voilà, on voit que c'est un problème, mais les solutions ne sont pas claires. Voilà, il faut un peu tester, on a un peu des sorciers. Le parc Jura vaudois a fait un grand effort au niveau il y a la signalati qui explique comment les gens devraient se comporter quand ils font des balades, etc. Mais bon, ce n'est pas toujours oui, respecté. Parce que tout le monde est libre, hein, il faut le préciser, de se balader en montagne, où il veut, comme il veut. Et puis là, c'est un peu compliqué. Avant d'aborder rapidement la position du canton, Robert Middleton. Je voulais juste dire, vous savez probablement que la semaine passée, nous avons validé l'annulation de la dette de Télédôle. C'est notre contribution à l'assainissement des affaires de Télédôle. Mais je voulais justement soulever que dans toute cette question, une fois que les finances sont assainies, il faut vraiment se pencher sur cette question écologique. On veut du tourisme 4 saisons, mais un tourisme qualitatif qui reste écologique. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Région de Nîmes, on va certainement le faire, mais il ne faut pas oublier ce volet. Ouais, puis allez là, petite lumière tamisée, Rodolphe, parce que on entre dans le vif du sujet. C'est évidemment le rôle du canton. Effectivement, le canton, c'est plusieurs services qui font affaire avec des communes. Généralement, vous n'avez pas des administrations pléthoriques avec des juristes, des employés communaux qui répondent du tac au tac, justement, à tous ces services qui sont un peu splittés, et puis à l'intérieur de ces services qui sont un peu splittés. Alors, quel est le rôle du canton dans les affaires des pâturages alpestres communaux et qu'est-ce que finalement vous leur demandez? Est-ce que vous avez l'impression que M. Venizelos a compris l'histoire du loup? Moi, je pense que oui, maintenant. Donc ça, c'est déjà un point positif. D'accord, ok, le loup, on l'évacue. Oui. Mais en dehors de ça, justement, d'un point de vue touristique, peut-être d'accès, d'explication, puis surtout, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voulez construire ou rénover un chalet. Alors, ce n'est pas tout à fait la même police des constructions que dans un village. Il faut faire des autorisations spéciales, c'est ça? Alors justement, ce n'est pas une expérience sincère, mais quelque chose qui était cité le jour de cette colloque d'école et le fait qu'il y a quelques alpages dans la région. Ils ont essayé, les ammodiataires, ils ont fait un effort, 3 ans, pour essayer de développer quelque chose sur l'alpage touristique
Et en fait, ils sont épuisés. Tout parce est que bloqué par le canton. Oui, bloqué par le canton. Mais selon ce alors, que est-ce qu'il j'entends. faudrait quoi? Il faudrait que le canton lâche du lest et redonne un peu plus d'autonomie communale. Et Robert Middleton, ça c'est un sujet qui vous est cher. C'est le moment de tout lâcher. L'autonomie. Pour nous, c'est une question de rénovation de nos chalets. Oui. Du point de vue communal. Nous avons 3 chalets et le conseil communal est tout à fait sensible à la nécessité de préserver ce patrimoine. Ce sont des éléments comme le tourisme. Le chalet de Poil-Chaud que nous allons rénover, qui est en train d'être rénové actuellement, est destiné à accueillir effectivement les touristes qui veulent passer des nuits là-bas, aussi bien en hiver qu'en été. L'habitude a été un peu perdue. Mes enfants ont passé des jours en hiver là-bas. Maintenant, on va à Verbier, on va à Villars, mais Poil-Chaud reste quand même historiquement très intéressant du vivant communal et c'est une aventure. Donc ça, c'est un moyen, je pense, de ranimer un petit peu ce tourisme des chalets. Nous avons le restaurant de Cuvadou. Mais vis-à-vis du canton, qu'est-ce que vous leur demandez au canton justement pour ranimer cette, on va dire quoi, agrotourisme en mode doux qu'est-ce que le canton doit faire? Qu'est-ce qui vous bloque vraiment? Moi, je pense qu'il doit se parler entre eux. Parce que hier, on a reçu une lettre pour un autre projet que j'essaie de monter. C'était un examen préliminaire qui est passé à la DGTL, qui était refusé. Il disait qu'il faut abandonner le projet. Donc, pour moi, sans solution, c'est ça. Sans solution. Et donc, d'une manière, on a l'économie, c'est-à-dire il y a des subventions disponibles pour les communes de développer le tourisme. Et surtout à l'altitude, on est au-delà de 800 mètres, donc on a accès à d'autres enveloppes, si on veut. Et donc, il y a une certaine incitation pour les communes de développer le tourisme, mais ça passe dans un autre département, un autre service au canton, soit au niveau de l'environnement, soit le développement de territoire. Et puis, c'est coupé. Donc, ils ne parlent pas entre eux, quoi. Donc, voilà l'argent. Mais dès qu'on met quelque chose, oh non, ça, vous ne pouvez pas. Non, ça, vous ne pouvez pas non plus. Ouais, c'est ça. On a l'impression à vous entendre que finalement, le canton tient le couteau par le manche. Parce qu'effectivement, il y a toute la question des subventions par derrière. Mais en même temps, il appuie sur l'accélérateur, puis en même temps, il tire le frein. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre de la position du canton? Beaucoup de problème à comprendre ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis à la municipalité, ça fait 10 ans qu'on essaie de se battre pour ces pistes, que ce soit vélo, touristes, etc. Aujourd'hui, on constate qu'en Val, dans le canton de Berne, ça se développe énormément. Dans le canton de Berne, il parlait de plus de 900 pistes cyclables. Nous, on n'a rien. Ça fait 10 ans qu'on se bat et la chose n'avance pas. Donc, on retrouve maintenant des circuits qui se créent dans la forêt, à des endroits où on ne le souhaite pas, mais les gens, ils y viennent quand même. On est confronté à ce tourisme. C'est des vélos électriques, des vélos de sauvages qui viennent sauvages. C'est des pistes sauvages. Oui. Ouais. C'est hors contrôle. Justement, c'est ce qu'on aimerait, nous. Voilà, allez, appel au canton de nouveau. Si le ministre de l'Environnement nous entend, allez écouter du côté de Saint-Cergue parce qu'ils sont en train de développer une offre touristique. 4 saisons, on va revenir à vos actualités, à vous quatre, Muriel Archer-Galibourg. Où en est-on avec cette nouvelle offre 4 saisons touristique qui concerne la commune de Saint-Cergue? La stratégie qu'on a dévoilée il y a presque un an, c'était le mois de novembre, je pense, l'année dernière. Et puis depuis, une chose qui manquait, je pense que j'ai déjà abordé ce sujet, est la planification sur le territoire de la commune. Dans le sens que dans la stratégie, ça donne certaines pistes à suivre, mais également, on a notre développement de la commune au niveau sportif ou d'autres développements. Et il faut quand même, le foncier est limité. Autant qu'on aimerait bien dire que c'est tous à nous, mais non, au niveau des parcelles communales, les parcelles qu'on a plutôt un peu de liberté pour développer est limitée. Donc, il faut savoir comment placer les différentes activités au sein de la commune. Donc, on a fait une démarche participative. On a engagé un bureau pour faire une étude sectorielle pour nous aider dans le développement futur de la commune, pour avoir un fil pour les années à venir.
Et donc, la semaine dernière, il y a des jours, on a eu une démarche participative, en fait une matinée avec les acteurs touristiques. Et puis, la semaine d'après, c'était avec les habitants. Les habitants qui voulaient... en fait, c'était un atelier. Donc, tout le monde était là pour travailler ensemble, c'est-à-dire pour donner les idées, pour voir... statuer sur quelques idées qui sont sorties. Voilà, etc. faire un cocon d'idées. Voilà. Prochain préavis de la municipalité à ce sujet, ça sera quand? Il portera sur quoi? Alors, justement, je viens de dire que les nouvelles que j'ai eues hier, la lettre que j'ai eue depuis Ça le vous a tué canton, vos projets. ça tue un projet pour l'instant. Donc, on Je doit... ne peux pas en parler. Voilà, voilà. Ok. Mais de Bon. toute façon, l'étude sectorielle, de toute façon, cela va être dévoilé à la population le mois de novembre. Ah bah voilà, Donc, bravo. déjà, on aura une planification, mais un préavis que j'avais prévu pour le mois de décembre, ça passe de côté maintenant parce qu'on doit trouver une solution avec le canton. Donc, Ben voilà, de nouveau le canton. Laurent Matet, peut-être du côté des alpages, des projets de rénovation pour Saint-Sergue, des investissements, parce que effectivement, que ce soit les routes, les parkings, les voies d'accès, ces chemins alpestres, tout est bon à prendre, pas dans le cochon, mais dans l'alpage. Alors, qu'est-ce qu'on investit? Nous, on a 4 alpages qui ont été grandement rénovés dans les grandes lignes. Aujourd'hui, ce qu'on a à faire, ça reste pas des bricoles, mais on aimerait refaire un peu les cuisines de nos alpages. C'est vrai que c'est très vétuste. On remarque dans ces alpages, on se demande des fois un peu comment ils font la cuisine. On a l'impression que c'est ancien. Donc, on aimerait un petit peu mettre de nouveau, puis qu'ils soient un peu plus confortables, nos amodiataires. Voilà, toujours aussi en vue d'attirer ce tourisme et ces gens urbains qui montent en montagne. Philippe Essera, après ce préavis de 2023, 1,5 million investi pour Arzier-le-Muy, pour plusieurs réflexions, des adductions d'eau, etc. Je crois que c'est pas fini, hein. L'effort doit continuer du côté d'Arzier-le-Muy. Alors, effectivement, l'effort, ça fait des années qu'on le fait. On a rénové, on a refait les toits des chalets. Il reste le chalet du Vermeillet à refaire. Les autres ont déjà été refaits, avec plus ou moins de difficultés vis-à-vis du canton, mais ça s'est relatif, pour finir, ça s'est quand même bien passé. On a ce projet du Vermeillet qu'on va rénover aussi. Le Vermeillet, on a une buvette qu'on va aussi rénover et qu'on va pouvoir aussi maintenir au public. J'espère que ça n'aura pas les bâtons dans les roues par le canton là-dessus, mais pour le moment, je ne peux pas parler parce qu'on est en phase d'étude. Donc, Promis, on va inviter le canton. Je suis d'une nature optimiste et je suis persuadé que ça se passera bien avec le canton de notre côté. Ben voilà, l'optimisme aide rigueur. Robert Middleton, alors du côté de Cran, il y a eu ce préavis dont vous avez parlé qui annule la dette de Télédôle, qui réduit, sauf erreur, le contrat de location avec cette même société. 804 à 575, donc c'est vraiment un effort de la part de Cran. Voilà, un effort de la part de Mais Cran. je voudrais parler des murs en pierre sèche. Ah voilà, bah alors, on oublie cela, c'est très important, Ouais. ça fait partie du paysage. Et je suis certain que les gens qui se passent ne savent pas que c'est les communes qui sont obligées à faire ce travail qui est magnifique, qui est vraiment de l'artisanat à perfection. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, allez sur place, regardez ces murs en Ça pierre coûte sèche. cher d'entretenir tout ça? Tout est relatif. C'est relatif. Comparé à la facture sociale, c'est rien. Ah ouais, bah justement, vous vouliez parler de la facture sociale, mais alors rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. La facture Avec sociale. les dernières nouvelles du canton, budget du canton. Oui, voilà. Bon, si maintenant au tribunal fédéral, c'est fini, nous avons retiré, enfin, les communes au canton ont retiré leur recours. Mais on voit aujourd'hui, maintenant, que le budget du canton prévoit de nouveau une ponction aux communes en diminuant les montants que reçoivent les communes pour les gains immobiliers, 46 millions. Vous allez repartir au combat? Personnellement, oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, bah alors, ça sera aussi l'objet d'une autre émission. Je rappelle tout de même que Cran va sortir un numéro hors série du Journal des Corbeaux, c'est comme ça qu'il s'appelle. De quoi à Cran? Voilà, quoi à Cran, le patrimoine. Donc, j'ai estimé
intéressant effectivement de faire le résumé de ce patrimoine du passé. J'ai passé en revue tout ce qui s'est passé depuis le Moyen Âge, en fait. Et jusqu'aux années 1960, nos communes, la commune de Caen, entre autres, vivaient de l'agriculture, du bétail et de l'artisanat. Et on oublie aujourd'hui. C'est une évolution très, très récente. Voilà, le Donc j'ai voulu mettre basculement, l'accent sur le patrimoine d'alpage. Ben voilà, donc si jamais, on le trouve au greffe de Cran, j'imagine. Il sera sur le site internet, Et en il sera PDF. également Voilà. sur le site internet. Ben voilà, c'était passionnant. Je vous remercie d'être venu parler de ces alpages parce que je pense qu'on a appris plein de choses. Et là, on est vraiment dans la politique vaudoise traditionnelle. On a parlé de teupla, de parties de cartes, certainement accompagné d'un petit verre de vin blanc et de saucisson et de fromage, évidemment. Alors, consommez les produits locaux. Muriel Archer-Galibourg, Laurent Matet, Philippe Esseva, Robert Middleton. Merci à vous. Beaucoup pour votre présence. Cette émission n'est pas tout à fait terminée. Il reste encore un petit peu d'actualité régionale et notamment on va parler de production photovoltaïque locale puisque la Nyonnaise Novosolis, une société détenue à 100% par la ville de Nyon via les services industriels pour développer la production d'énergie solaire locale, a inauguré ce mercredi sa première centrale photovoltaïque érigée sur le toit d'une propriété par étage. Pour information, le photovoltaïque, c'est 10% de la consommation électrique actuelle en ville de Nyon et la municipalité espère bien augmenter ce chiffre à 30%. On regarde et on revient. C'est effectivement pas la première installation que nous faisons, puisque c'est la 6e. Par contre, c'est un événement un peu spécial, puisqu'on fait une installation photovoltaïque pour une propriété par étage, c'est-à-dire une PPE, où il faut que lors de l'Assemblée générale, tous les locataires ou propriétaires acceptent de mettre ces panneaux photovoltaïques. Novosolis est une société anonyme entièrement aux mains de la ville de Nyon, qui a été créée à la fin des années 2020 pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures, généralement plus de 300 à 350 mètres carrés. Et puis l'idée, c'est effectivement de favoriser ceci en payant ces installations. Et après, le propriétaire peut bénéficier d'un courant moins cher. Et là, on le voit, le potentiel est énorme. Oui, alors depuis où nous sommes, effectivement, le potentiel est encore énorme à Nyon. Mais il faut savoir aussi que Novosolis se développe aussi hors de Nyon. Le propriétaire privé, que ce soit sur un toit de logement ou sur un toit industriel, bien entendu, peut faire appel à nous et c'est très volontiers que nous répondrons. Aujourd'hui, c'est une très belle opération de communication parce qu'effectivement, le patrimoine bâti de la ville est très petit au regard des surfaces de toiture et il faut engager les privés à vous rejoindre dans cette opération. C'est indispensable. On doit être aux alentours aussi toujours de ce chiffre de 20% de toiture en main communale, de 80% de toiture en main privée. Et donc effectivement, il est indispensable que les propriétaires privés s'engagent et la municipalité est là pour les accompagner, pour les aider, pour trouver des solutions, y compris qui vont jusqu'à investir à leur place pour poser ces panneaux. En termes de politique publique, qu'est-ce que vient compléter ce projet Novosolis ? Avec la production des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du territoire nyonnais, ça couvre environ 10% des besoins de la ville de Nyon en termes d'électricité. Donc ça vous montre encore tout le travail qui est à accomplir pour être autonome en électricité. On n'y arrivera pas à 100%, c'est d'ailleurs pas l'objectif, mais c'est d'augmenter cette part qui devrait atteindre dans quelques années les 30%. 30% correspondant à la consommation électrique actuelle. Voilà, et on termine cette émission du côté de Trélay puisqu'une pétition demande un terrain de paddle à côté de l'école à la suite de la mise à l'enquête publique d'un projet de requalification des espaces extérieurs du pourtour des écoles par la municipalité. Cette pétition munie de 150 paraphes, ce qui représente environ 10% de la population de Trélay, demande la construction d'un terrain de paddle tennis sur l'emplacement d'une ancienne rampe de skate ou bien de tout autre équipement sportif pouvant être pratiqué tant par des enfants que par des adultes. On regarde un pétitionnaire qui nous explique son idée et on revient pour la conclusion de cette émission. On a récolté plus de 150 signatures en l'espace de 2 semaines. Donc il y a un engouement, il y a en tout cas des gens qui sont sensibles à cette question-là. Quel est l'objet de cette pétition ? Cette pétition s'inscrit dans un projet communal de développer le pourtour des écoles de Trélay. Ça fait l'objet d'une enquête publique qui était ouverte durant la fin du mois d'août et début du mois de septembre.
et laquelle faisait aussi suite à une soirée d'information que la municipalité avait mis en place, sauf erreur plus tôt, ou fin 2024. Et puis en discutant avec des collègues avec lesquels on fait un peu de football le lundi soir, on a créé une association pour ça, on pensait qu'une activité complémentaire sportive pour adultes, enfants, et puis peut-être aussi des gens qui veulent faire une activité sportive en dehors de leur activité professionnelle, s'inscrivait aussi peut-être un projet. Et ce projet-là, on pensait qu'un paddle pouvait être quelque chose d'intéressant avec pas trop de nuisances non plus par rapport à l'environnement. Vous arrivez au moment de la mise à l'enquête. Pourquoi ne pas avoir soumis cette idée au début du projet? Personnellement, je ne suis pas membre du conseil communal. On s'est dit pourquoi pas utiliser l'arme, entre guillemets, de la pétition pour soumettre une proposition au conseil communal délibérant pour qu'ensuite, peut-être, l'idée fasse son chemin et que la création de cette piste de paddle puisse être activée par la municipalité. L'objectif, c'est absolument d'avoir un terrain de paddle ou si cette réflexion débute sur une autre activité, vous seriez heureux? C'est une bonne question. C'est le fait de générer aussi une discussion autour d'une activité aussi pour les adultes, sportive, ludique pour adultes, qui peut prendre la forme d'un terrain de paddle tennis, mais qui pourrait aussi être une autre option à proposer par la municipalité, qui irait effectivement dans une direction telle que celle-là, à savoir ludique et sportive. Eh ben voilà, développement des activités, bien vivre ensemble, décidément, les municipalités ont encore du pain et de l'ouvrage sur la planche. Voilà, cet FC politique consacré cette semaine aux alpages et aux chalets de montagne des communes du district. Je remercie encore mes invités de cette édition et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de FC politique. Alors à bientôt.